Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée du Salon de l'Agriculture avec l'émission On vous explique tout. Aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est les anciennes variétés ont-elles disparu? Pour le savoir, je suis allé poser cette question-là à quelques passants lors du Salon de l'Agriculture. On va voir ensemble leurs réponses. Monsieur, est-ce que selon vous, les anciennes variétés de fruits et de légumes ont disparu? Non, il y a toujours des hommes et des femmes qui essayent de les remettre au goût du jour. Oui, je pense. Non. Certaines, oui, je pense. Non. Non, elles n'ont pas disparu, elles ont failli disparaître en fait et je pense qu'il y a certaines personnes qui remettent ces variétés de fruits et légumes au goût du jour, on va dire. Peut-être qu'elles sont moins exploitées dans certains contextes, mais je pense qu'il existe toujours des anciennes variétés qui ont leurs intérêts. C'est justement quelque chose qui revient et puis qui a le vent en poupe. Il y a des espèces qui auraient totalement disparu? Possible. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, chez nous en Meurthe-et-Moselle, elles sont de retour dans nos potagers et certaines d'ailleurs sont vouées à revenir dans nos assiettes très prochainement. Et est-ce qu'il y en aurait des qui auraient totalement disparu? Alors là, je serais bien aise de vous répondre. Eh bien, vous pouvez retrouver la réponse sur le salon de Sémaé à 17h sur On vous explique tout. Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, on a des avis partagés sur cette question. Pour répondre de manière plus scientifique et vraiment appuyée, on a une experte avec nous aujourd'hui, Audrey Didier. Vous êtes coordinatrice nationale des plantes cultivées au GVS. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, on a Cyprien Evin. Il est étudiant à AgroPaparitech. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Alors, est-ce que vraiment il y a des variétés, elles ont vraiment disparu? Alors, si on parle de variétés, probablement que certaines ont disparu. Mais en revanche, d'ailleurs, je suis très étonnée par les bonnes réponses qui ont été données par les passants, parce qu'il y a quand même effectivement beaucoup d'acteurs qui travaillent à la conservation de ces variétés anciennes. Et donc, on en a beaucoup qui sont conservées, mais on ne les connaît pas forcément, parce qu'il y a conservation et il y a caractérisation. Vérifier que c'est bien la bonne variété, ou en tout cas ce qu'on a dans nos collections. Et comment on fait donc pour savoir comment est-ce qu'on va étudier l'ADN? Comment est-ce qu'on sait exactement si c'est une vraie ancienne variété? Puis mon voisin, il a peut-être la même plante, mais est-ce que c'est vraiment la même plante? Alors, on va avoir différents niveaux. On a des niveaux effectivement de description où on va caractériser en regardant sur les fruitiers la forme du fruit. C'est pareil, la période de floraison sur les légumes ou la couleur du fruit du légume, la forme, toutes ces caractéristiques. Mais pour certaines, en fait, il faut aller un peu plus loin. Et la caractérisation moléculaire, donc le côté génétique, est aussi très intéressant parce que des fois, on s'aperçoit qu'on a des variétés qui sont nommées différemment dans différents terroirs. Et en fait, c'est la même variété. Parce qu'une variété, elle a aussi tout un savoir et un savoir-faire, et elle va être le terroir dans lequel elle est cultivée est aussi très important, et des fois on leur donne des petits noms parce qu'on s'y attache à ces petites plantes. Et quand on est coordinatrice nationale des plantes cultivées, qui pourrait paraître un titre assez, c'est quoi son quotidien de sa vie de tous les jours? Alors le quotidien, il est pas quotidien en fait. Il n'y a pas de quotidien. L'idée c'est vraiment d'essayer d'identifier qui conserve quoi en France. Et dans ceux qui conservent des variétés, donc c'est sur toutes les espèces cultivées et leurs apparentés sauvages, parce qu'il y a aussi un intérêt de ce côté-là. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de mettre en relation les acteurs, de comprendre quelles sont leurs problématiques et justement de les aider à mieux caractériser leur collection pour identifier vraiment les ressources qui ont une importance et sur lesquelles il faut qu'on s'assure qu'elles soient conservées sur le long terme. Et alors, Cyprien, à l'école, on apprend à reconnaître des variétés anciennes, à savoir quelles sont des variétés anciennes? Alors, je dirais pas vraiment, pas dans notre école en tout cas. Je suis dans une école d'ingénieurs et on n'a pas de formation technique à l'apprentissage de quelles variétés utiliser et pourquoi les utiliser. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une formation assez généraliste qui nous forme aux enjeux environnementaux par exemple et aux problématiques des agriculteurs pour produire. Et donc si une variété répond à ces questions-là et peut être utilisée par les agriculteurs ou par les particuliers pour produire, eh bien, pourquoi pas les utiliser et favoriser leur diffusion. Et moi,
bêtement, quand je me renseignais sur cette problématique des variétés anciennes, j'ai regardé ce qui se faisait en faisant quelques recherches sur Google et on tombe sur cette banque de graines en Norvège. Qu'est-ce que c'est exactement cette banque de graines? Alors le Svalbard Seed Vault, c'est une sorte d'arche de Noé. L'idée, c'est d'avoir un triplon de sécurité. Donc c'est pas un centre de ressources, c'est pas un endroit où vous pouvez accéder aux ressources. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour avoir une boîte noire. Donc dans le permafrost en Norvège. Et là, l'idée, c'est que si vous avez un cataclysme, si vous avez une guerre, vous pouvez avoir une sauvegarde dans ce Svalbard. Mais pour mettre des graines au Svalbard, il faut qu'elles soient gérées. Donc déjà, il faut qu'elles soient conservées dans un endroit. Il faut qu'elles soient dupliquées dans un autre endroit, parce que ça ne concerne que les semences. Et ensuite, vous pouvez les mettre dans Svalbard. Et forcément, c'est des graines, donc elles ont une durée de vie limitée. Et donc, il faut les ressortir de Svalbard, les régénérer, pour pouvoir les renvoyer ensuite. Et j'imagine, donc, cette banque de graines, ça doit avoir une vocation à être complet. Comment est-ce qu'on dépose une graine ou pas dedans? Est-ce que c'est le pays dont la plante elle est originaire qui met la graine dans cette banque? Alors, en fait, au niveau du Svalbard, il y a deux types de personnes, enfin de structures qui peuvent verser. Alors, il faut être quand même reconnu avec un système de conservation. Il faut avoir mis en place certains protocoles pour s'assurer de la viabilité des semences. Et puis, il faut aussi avoir ce double de sécurité quand même quelque part dans une autre structure qui est reconnue aussi au niveau international. Et moi, dans mon jardin, j'ai donc une vieille variété de tomates. Je pense qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Je vous appelle? Alors, vous pouvez, tout à fait. Après, moi, je vous mets en relation, parce que moi, je ne vais pas forcément gérer la ressource, mais je vais vous mettre en relation avec les acteurs en France qui gèrent les ressources de tomates. Et là, vous verrez si vous pouvez faire tester votre tomate ou vérifier qu'elle n'existe vraiment pas déjà dans les collections. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Moi, j'ai ma vieille variété de tomates. J'ai vraiment envie de la conserver. Je vais m'approcher d'un collectionneur éventuellement aussi? Oui, tout à fait. Il y a plein d'associations locales. Il y a des centres régionaux de ressources génétiques qui gèrent aussi. Alors, tout à l'heure, c'est pour ceux qui ont eu la chance d'assister à l'émission à 12h30, il y avait l'URGC, donc l'Union des ressources génétiques du centre, qui a présenté aussi toutes les actions qu'ils font pour conserver les variétés de leur terroir. Et donc là, ils font appel à des jardiniers amateurs et qui peuvent tout à fait venir les voir pour les aider dans la conservation de cette ressource. Est-ce qu'un jeune étudiant en agriculture comme Cyprien pourrait, lui, multiplier et devenir peut-être sauvegarder une variété? Alors tout à fait. La problématique, en fait, c'est comment on fait sur le long terme. Parce qu'on a toujours besoin de régénération et après, on a besoin aussi de gens qui s'engagent sur le long terme. Parce que une action ponctuelle, c'est intéressante, mais ça ne nous permet pas de nous assurer que cette ressource, elle est conservée. Donc là, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Il y a des réseaux, alors des réseaux aussi bien des réseaux associatifs, des réseaux de coopération publique-privée, qui aident à faire cette démarche. Et alors après, on a aussi toute une thématique sur des espèces qu'on appelle les espèces orphelines. Et là, c'est des espèces pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'acteurs. C'était le cas sur le haricot, sur l'oignon. Et donc, il y a des choses qui se mettent en place pour essayer de voir comment on peut organiser la conservation et la caractérisation de ces ressources. Et là, toutes les bonnes âmes sont bienvenues. Parce que moi, qui ai fait un tout petit peu d'horticulture, je me rends bien compte que pour conserver une courge, c'est pas forcément récolter la courge, récolter les graines qu'il y a à l'intérieur de ma courge, parce qu'on n'est pas forcément au courant de ce qu'il y a comme croisement de pollen. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour être certain? Alors là, il y a vraiment des protocoles. Donc chaque espèce est différente. Et c'est pour ça que nous, on met en relation les acteurs. Parce qu'on est forcément généraliste et qu'on n'a pas toujours les bonnes informations sur, en tout cas, les meilleurs protocoles ou les meilleures méthodes de multiplication de ces ressources. Et donc, dans ce cas-là, on fait vraiment appel à des spécialistes pour s'assurer justement du bon isolement. Vous parliez des courges, donc de s'assurer qu'elles sont bien isolées d'autres courges potentielles ou d'autres espèces qui pourraient se croiser et qui pourraient apporter des aspects contre-nutritifs. Et Cyprien, tu as en face de toi une experte de la conservation des anciennes variétés. Est-ce que tu aurais une question à poser à cette experte? Alors moi j'aurais une question. Vous avez parlé au début du caractère local des variétés anciennes en général. Alors moi j'aimerais vous demander c'est quoi l'intérêt un peu de
de vouloir caractériser toutes ces espèces locales. Alors j'imagine qu'il y a un intérêt pour créer peut-être des nouvelles variétés adaptées aux nouveaux enjeux climatiques, mais pour les jardiniers amateurs à l'échelle locale, quel intérêt à utiliser une variété ancienne, mais qui est issue d'un terroir de l'autre bout de la France et qui donc est très différent? Alors, l'environnement, il a changé quand même. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle variété ancienne. On peut avoir aussi des choses qui sont adaptées à un certain terroir, mais qui vont tout à fait s'adapter à un autre terroir. L'idée derrière, c'est on n'est pas du tout sur la même recherche entre une variété ancienne, où on va plutôt peut-être s'intéresser à son goût, peut-être plus s'intéresser à sa période de production, qui ne va pas forcément être celle qui a été sélectionnée dans les nouvelles variétés. Mais aussi, on va chercher une typicité. Par exemple, on a des acteurs qui ont des variétés anciennes sur fruitiers, qui vont, eux, essayer de garder cette typicité, qui est vraiment, Moi, je prends un exemple. Dans les variétés de fruitiers, il y a certains arbres fruitiers qui ne sont pas sensibles à la tavelure. Alors qu'on sait que la tavelure, quand on cultive des pommes, c'est quelque chose qui est pratiquement traité entre 30 et 40 fois par année. Si on peut éviter entre 30 et 40 utilisation de pesticides ou utilisation de produits, on fait aussi des économies sur cette production-là. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette typicité-là d'une plante qui est résistante à la tavelure. Voilà. Après, il y a aussi des variétés anciennes qui sont sensibles à des maladies. Enfin, je veux dire, la variété des anciennes n'est pas forcément le Graal. Idyllique, oui, évidemment aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la diversité qu'on peut y retrouver. Parce qu'on ne va pas forcément chercher, surtout sur un jardinier amateur, il ne va pas forcément chercher à avoir une production ou un rendement très fort, mais il va plutôt avoir une qualité gustative ou une adaptation à sa pratique aussi en cuisine, parce que effectivement une tomate pour un coulis, c'est pas une tomate pour une tarte, et c'est pas non plus une tomate pour la manger en salade. Donc souvent c'est des diversités comme ça qu'ils recherchent. Et ben voilà, on arrive gentiment au terme. Tu voulais poser une question comme l'entendeur? Oui, j'avais une petite question, mais je sais pas s'il y a forcément le temps. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait sans doute de très nombreuses variétés qui n'étaient pas du tout caractérisées encore. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de, par exemple, lancer des appels aux amateurs, ou par exemple vous auriez besoin d'améliorer une variété de tomates pour lui donner, je sais pas, plus de résistance à une maladie, et de lancer un appel aux jardiniers en leur disant on a besoin de variétés très résistantes à telle maladie. Est-ce que vous pourriez nous aider si vous avez des variétés comme ça dans votre jardin? Alors ça, on le fait pas, parce qu'en fait ça. Le problème, c'est que les notations, il faut qu'elles soient faites dans une certaine condition pour que ce soit répétable et pour qu'on soit sûr qu'effectivement elle est bien résistante à une maladie. Alors, parce qu'il y a des fois, il faut s'assurer que la maladie elle est bien présente et que la plante elle a bien résisté à la maladie. Donc ça, c'est plus compliqué. En revanche, sur la caractérisation, oui, ça se fait beaucoup au niveau des associations et des jardiniers, parce que là, l'idée, c'est vraiment de mettre leur expertise parce que souvent, c'est des bénévoles qui passent beaucoup de temps. Et donc, ça aide aussi beaucoup à avoir ces caractérisations qui nous permettent aussi de valider l'identité des variétés. Donc ça, c'est super important. Et ben voilà, on arrive gentiment au terme de cette émission. Restez connectés parce que tout de suite après mon émission, il y a Summertime, ça parle de formation. Je remercie Audrey pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Avec et à plaisir. Cyprien. Et nous, on se retrouve demain à la même heure, au même endroit.